Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Une tournée en Afrique pour le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, escale notamment en Éthiopie où il est question des réformes engagées par le Premier ministre Abiy Ahmed, mais aussi du conflit portant sur le barrage de la Renaissance. Blocage d'installations stratégiques dans le croissant pétrolier. Depuis le 17 janvier, le pétrole libyen est quasiment à l'arrêt. La production a chuté de 90% en à peine un mois. Le numérique est un secteur qui présente différents débouchés économiques dont le Togo entend tirer profit à travers sa stratégie appelée Togo Digital 2025. Le décryptage à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, l'actualité en Tunisie avec l'annonce mercredi soir de la liste du gouvernement amendé après d'intenses négociations avec le parti Ennahda, principale force à l'Assemblée. Le Premier ministre Eliès Farfar l'a dévoilé dans une déclaration retransmise à la télévision. Ce gouvernement comprend 32 ministres, dont 7 appartenant à Ennahda. Le parti d'inspiration islamiste a accepté de participer à ce gouvernement. Cet accord met fin à une crise politique qui dure depuis 4 mois. Le bureau du Parlement doit fixer dans les prochains jours la date pour le vote de confiance. En visite en Éthiopie, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, exhorte les parties prenantes à un accord rapide au sujet du barrage de la Renaissance. Depuis près de 10 ans, l'infrastructure construite sur le Nil est au centre d'un litige entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Et toutes les négociations engagées n'ont pour l'heure abouti à aucun accord définitif. Kamesh Katapouli. L'Éthiopie recevra un soutien financier des États-Unis pour mener à bien des réformes politiques. C'est une des conclusions de la visite de Mike Pompeo ce mardi 18 février. Des réformes qui devraient être destinées à résoudre des problèmes d'insécurité dans le pays. Ces problèmes sont surtout liés au chômage. Beaucoup de nos jeunes n'ont pas de travail. Il y a beaucoup de demandes, mais les offres sont limitées. Nous sommes dans un contexte où le maintien de l'ordre et de la sécurité est primordial dans ce pays. Les difficultés sont nombreuses, mais les choses s'améliorent petit à petit. Autre point fort de cette visite, le barrage de la Renaissance. Ce projet, déjà en construction sur le Nil bleu en Éthiopie, devrait être le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Problème, le barrage est une source de discorde. Capitale pour le développement économique de l'Éthiopie, le projet inquiète l'Égypte, qui dépend du Nil pour s'approvisionner en eau potable. Notre objectif commun est de parvenir à un accord qui convient aussi bien à ces pays qu'à leur population. Je pense que c'est une solution qui marchera. Nous ne sommes pas là pour imposer une solution à l'Éthiopie. D'une valeur de 4 milliards de dollars, le barrage est censé être opérationnel d'ici 2022. 3 attaques attribuées à Al-Shabaab ont été perpétrées ce mercredi au Kenya et en Somalie. La Somalie, où une base militaire qui se trouve à une centaine de kilomètres à l'ouest de la capitale Mogadiscio a été visée par une attaque commando, attaque qui a été précédée par celle d'une autre base à Sil-Salini. Les 2 opérations auraient été repoussées avec le soutien de la MISOM, la force de l'Union africaine. Et au Kenya voisin, mercredi matin, c'est un autobus conduisant des civils vers la capitale Nairobi qui a été pris dans une embuscade dans la région de Fino. Un premier bilan qui reste encore à confirmer parle de la mort d'au moins 3 passagers qui auraient été abattus par le groupe terroriste. Comment parvenir à une meilleure organisation dans la lutte contre le terrorisme à l'heure où la menace se renforce, comme c'est le cas en Afrique de l'Ouest, face à la recrudescence des attaques? Certains dirigeants, comme le président guinéen Alpha Condé, défendent l'idée de la création d'une force africaine. Ange Bijouno-Menio. L'Afrique veut créer sa propre armée. Pour venir à bout du terrorisme, elle compte mettre en place une force militaire qui réunira tous les pays du continent. La décision d'aller vers une force collective fait partie des nombreuses résolutions prises par l'Union africaine. C'est ce qu'a confirmé le président guinéen Alpha Condé lors d'une interview exclusive accordée à Africa 24. Il nous faut une armée africaine parce qu'aujourd'hui, c'est quelques pays, mais tous nos pays sont menacés par le terrorisme. Si nous n'unissons pas nos forces pour
combattre ensemble le terrorisme et l'éradiquer, ça va très loin. Personne ne peut vaincre le terrorisme en Afrique si ce n'est pas les Africains. Selon les Nations Unies, environ 150 000 à 200 000 tonnes de munitions incontrôlées se trouvent actuellement sur le territoire libyen, ce qui contribue à alimenter les réseaux terroristes dans le Sahel. Les États africains veulent apporter une solution africaine à cette crise. Ils dénoncent de ce fait l'ingérence des puissances étrangères qui ne prennent pas en compte l'avis du continent. La force militaire africaine pourrait permettre également de mettre fin à cette crise libyenne. Lorsque j'étais président de l'Union africaine, j'ai insisté que les problèmes africains devaient être résolus par l'Afrique et que la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui en Afrique sont dus à des interventions étrangères. Lorsque nous avons dit que la question libyenne doit être résolue par l'Afrique, tous les pays membres ont voté. Personne n'a voté contre. Maintenant, dans la pratique, il peut y avoir des positions différentes, mais il y a eu l'unanimité que le problème de la Libye doit être réglé dans le cadre d'une grande réunion convoquée par l'Union africaine sous la direction du président Sassou, qui est le président du Haut Conseil chargé du problème libyen. Un autre sommet va se tenir en Afrique du Sud pour affiner l'idée d'une force conjointe. Pour ce qui est du conflit libyen, l'Union africaine souhaite s'impliquer davantage et a annoncé une coopération avec les Nations Unies. Le pétrole est à l'arrêt en Libye. Le blocage du croissant pétrolier en Cyrénaïque par le général Khalifa Haftar entraîne l'effondrement de l'or noir, une situation provoquée par le contexte que traverse le pays avec la guerre qui se poursuit entre l'Est et l'Ouest, la Libye où se greffent également d'autres acteurs, à commencer par les puissances extérieures. C'est un sujet de la rédaction. Le pétrole libyen pratiquement à l'arrêt, paralysant ainsi le principal secteur économique du pays. Depuis la fermeture à la mi-janvier d'installations pétrolières stratégiques dans l'Est et dans le Sud par le maréchal Khalifa Haftar, la production a chuté de 90%. Des ports pétroliers fermés, avec de l'autre côté des alliances rivales qui se disputent les revenus des plus grandes réserves de pétrole. Nous respectons les contrats. Au contraire, si demain des sociétés étrangères sous contrat avec l'ANOC venaient dans la région de l'Est et le renouvelaient, ces contrats, tout en changeant le numéro de compte de la Banque centrale de Libye, en refuge à Benghazi où l'argent du pétrole peut être déposé, nous commencerons à exporter. Et si les Nations Unies veulent superviser cela, ça ne nous pose aucun problème. Nous sommes contre l'injustice. Nous commencerions alors à exporter demain. Cet effondrement du pétrole libyen intervient au moment où la bataille de Tripoli, déclenchée en avril 2019 par le maréchal Khalifa Haftar, se radicalise, malgré le cessez-le-feu instauré le 12 janvier. Des combats sporadiques ont en effet lieu près de la capitale, où les armes continuent d'affluer en dépit des engagements formulés lors du sommet international de Berlin. Et nombreux sont ceux qui dénoncent le conflit en lui-même, mais aussi l'ingérence étrangère. Nous ne pouvons pas oublier que Haftar est une petite partie d'un projet, il y a beaucoup plus grand que lui. Il n'est qu'un outil, un projet mené par les Émirats arabes unis. L'Égypte est soutenue par la France et l'Arabie saoudite. Les forces du général Khalifa Haftar contrôlent toujours une grande partie du territoire. Le gouvernement d'union nationale, avec à sa tête le Premier ministre Fayez al-Sarraj, contrôle principalement des poches dans l'ouest autour de Tripoli. Depuis le lancement de l'offensive, les combats ont fait au moins 1 millier de morts et 140 000 personnes déplacées. Le Club Afrique Développement du groupe marocain Attijari Wafa Bank a commencé cette année ses rencontres par Nouakchott. La Mauritanie va donc pouvoir bénéficier de l'expertise de cette plateforme spécialisée dans la mise en relation des opérateurs économiques internationaux, mines et industries extractives. Nouvelles opportunités d'investissement est la thématique retenue pour la mission multisectorielle de cette année 2020. Reportage signé Mokhtar Bari. 10 ans après sa création, le Club Afrique Développement s'est positionné comme une plateforme où se rencontrent les opérateurs économiques et décideurs du continent. Avec plus de 9500 participants de 36 pays à ces forums, 22 000 rendez-vous d'affaires, une série d'émissions B2B et des découvertes intracontinentales, le club entame 2020 avec une 20e mission à Nouakchott qui a tenu toutes ses promesses.
En participant à ce B2B, nous espérions faire des rencontres par rapport à des fournisseurs, par rapport à des clients potentiels. Et nous ne sommes pas déçus d'être venus parce qu'on a eu à faire beaucoup de rencontres et on a eu beaucoup d'échanges aussi qu'on pense concrétiser pour les prochains jours. Le B2B organisé en marge de cette 20e rencontre sectorielle était une bonne aubaine pour les entreprises africaines, à l'instar de Tiaroy Industries, spécialisée dans l'installation des infrastructures industrielles. TTI, on construit des usines. Là, en ce moment, on travaille avec la Somelec, on travaille sur la réhabilitation de la centrale de Nouadhibou. On travaille aussi sur Taziast et on a eu à faire aussi la centrale nord de Mauritanie. C'est une bonne expérience pour moi en tant que jeune et en tant que leader. Le Club Afrique Développement, en plus de réunir les opérateurs économiques du continent, place ses membres dans les plus grands événements économiques dans le monde. Prochain rendez-vous, le Forum international du marketing digital, prévu du 25 au 26 mars 2020 à Casablanca, au Maroc. Togo Digital 2025, vaste projet ambitieux du Togo qui cherche à développer son secteur du numérique. Le pays ambitionne de profiter des nombreuses opportunités qu'offre ce secteur, aujourd'hui véritable pilier de nombreuses économies, mais encore en deçà de ses capacités pour ce qui est du continent africain. Amenedji. Le numérique étant le levier de modernisation de l'économie et du développement de la société, le Togo veut tirer pleinement profit du secteur en mettant en avant la stratégie Togo Digital 2025, un projet du ministère en charge de l'économie numérique libellé en 2 volets, à savoir l'établissement de la cartographie détaillée des services publics du pays ainsi que la création d'entreprises technologiques innovantes et génératrices d'emplois. Les usages, les services qui sont implémentés, s'ils ne pouvaient pas être utilisés par l'ensemble de la population, ça veut dire que les objectifs de ce projet ne seront pas atteints, puisque au Togo, comme dans tous les pays africains, le digital, le numérique n'est pas de notre culture, donc c'est quelque chose que nous devons apprendre. Donc essayer quand même d'arriver à régler ce problème de conflit générationnel ou bien de fracture numérique ou digitale, afin que les services qui seront développés puissent être appropriés par l'ensemble de la population. Dans sa vision d'impacter l'écosystème numérique, le Togo veut adapter la formation académique aux attentes du marché de l'emploi et rapprocher les citoyens de l'administration publique. C'est un défi majeur qu'il faut que les premières autorités puissent essayer de résoudre en faisant en sorte quand même qu'il y ait des éducations, des sensibilisations, des formations ciblées pour que les gens puissent approprier la technologie. Du point de vue technologie, en termes d'infrastructures, je crois que le Togo quand même ces dernières années a fait des efforts en matière des infrastructures où on a quand même la fibre optique se généralise, puis le réseau 4G aussi, mais il reste quand même à renforcer la capacité à développer quand même des produits, des solutions qui soient vraiment en phase avec la réalité. 20% de la population a accès à Internet mobile au Togo, classant ainsi le pays dans la moyenne régionale. En République démocratique du Congo, la capitale Kinshasa est plus que jamais en proie au trafic perturbé sur les routes. En effet, les nombreux chantiers lancés provoquent des embouteillages monstres. Sur place, les automobilistes dénoncent une situation devenue insupportable. Ibayako. Des voitures bloquées sur des kilomètres, des klaxons de Congolais furieux, c'est ce que subissent quotidiennement les 12 millions d'habitants de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Depuis 2019 et après l'arrivée au pouvoir du nouveau président Félix Tshisekedi, qui a envisagé une série de routes au-dessus des boulevards encombrés, les résidents ont vu leur temps de trajet doubler et le coût de leur déplacement exploser. Kinshasa est devenue une ville en proie à des travaux paralysés de plusieurs sauts de moutons, comme sur le boulevard du 30 juin. Les sauts de moutons ont affecté notre vie car en temps normal, j'aurais pu prendre un taxi d'ici à mon lieu de travail, mais je ne peux pas à cause des embouteillages. Je prends donc la moto, mais malgré ça, les prix restent encore chers. Avant, il ne me fallait que 1000 francs congolais pour y aller, mais en ce moment, c'est 1500 francs congolais et cela fait beaucoup d'argent à la longue. Ces embouteillages seraient le résultat d'un mauvais calcul du gouvernement. La plupart des sauts de moutons qui devaient être terminés en 2020 sont pour la plupart à moitié construits, et ce en raison de retard dans la mobilisation des fonds nécessaires à l'achèvement des travaux. Des retards qui ont engendré un vrai frein dans la vie quotidienne des Congolais. On ne peut plus décaisser. On ne peut plus décaisser
tant que nous avons demandé au Premier ministre, recommandé, qu'il ne décaisse plus rien, tant qu'un audit sérieux n'a pas été fait sur le projet saut de mouton et sur l'ensemble du programme donc, de 100 jours. Parce qu'à ce rythme, on va arriver à 5 millions en un rien de temps. Et 5 millions qui vont toujours être gérés par les mêmes personnes dont on commence à se demander, puisque sur les 9 sites, il n'y a presque rien. Dans ce contexte, une enquête a été ouverte sur les retards durant ce mois de février 2020. Une enquête qui permettra d'étudier les documents relatifs au financement de ces sauts de moutons et les documents d'achat à la Banque centrale du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.